Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Alors bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. Je suis très heureux d'avoir aujourd'hui avec moi Cédric du Stakepool Kind. Bonjour Cédric, comment ça va? Salut Quentin, c'est moi qui suis heureux de joindre ton podcast. Je te remercie pour l'invitation. Aucun problème, je suis vraiment content de t'avoir. Et tu nous appelles de Londres, en Angleterre, c'est bien ça? Ouais, Angleterre, de Londres, oui. Ah, super. Et comment ça va là-bas? Sunny London. Là, il a plu toute la journée, donc voilà quoi. Bon, par contre, je pense que c'est un petit peu mieux que les conditions en France, parce qu'ici, on n'est pas encore vraiment confiné, donc on peut encore sortir et tout, quoi. Donc, il y a pire, à part le temps pluvieux, mais sinon, ça va, il y a pire. Bah, super. Et sinon, donc, le podcast est donc pour en savoir plus sur ton Stakepool. Mais avant ça, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur toi. Donc, peux-tu nous parler de ton background et de ton expérience? Ok, mon background, moi j'ai un parcours assez atypique. À l'origine, j'ai un background technique. Donc, j'ai un DUT génie électrique et informatique industrielle, donc un DUT, diplôme universitaire, que j'ai eu dans les années 90. Donc, je faisais de la programmation. Moi, à ce temps-là, je faisais de la programmation sur Turbo Pascal. Donc, ça peut te montrer mon âge. Et donc, après avoir eu mon diplôme, je suis allé directement bosser pour une grosse compagnie française qui faisait des terminaux de paiement. Donc, j'ai bossé pour cette compagnie-là pendant plus d'1 an, 1 an et demi. Et après, moi, comme je suis de la vieille génération, il fallait que j'aille faire mon service militaire. Donc, j'ai quitté le travail. En fait, ils m'ont donné un break. Ils m'ont dit, écoute, va faire ton service militaire. Et quand tu reviens, quand tu as fini ton service, tu reviens chez nous. Donc, j'ai fait mon service. Et pendant mon service, en fait, j'ai rencontré plusieurs gars qui avaient voyagé avant de faire leur service. Et donc, ils avaient voyagé un petit peu dans le monde. Et puis en parlant, ils m'avaient fait part de leur expérience et tout, et je me suis dit, tu sais quoi, moi j'aimerais bien voyager, quoi. Surtout le coding, ça me plaisait pas trop. Et donc je me suis dit, tu vois, quand l'armée finit, au lieu de retourner travailler, je vais aller voyager. Et donc avec deux gars que j'avais rencontrés à l'armée, on est parti, donc on a quitté la France et pendant plus d'1 an, on s'est baladé un petit peu dans le monde. On est en Afrique, en Amérique du Sud et tout ça, quoi. Et là, en fait, c'est là que ça m'a un peu ouvert les yeux. Parce que toi, quand on est en France, la mentalité des Français, c'est on aime bien se plaindre, la France, c'est pas bien, c'est pas bien. Et là, en fait, quand tu vas dans des pays du tiers-monde, tu t'aperçois en fait qu'on est bien en France, quoi. Et donc, quand je voyageais, je me suis dit, j'aimerais bien pouvoir aider. Donc, pendant mon voyage, quand j'étais en Amérique du Sud, j'ai rencontré un gars qui vivait en Angleterre et il me dit, dès qu'on a fini de voyager, viens en Angleterre et puis on pourra bosser un petit peu et tout. Surtout que là, l'argent, il commençait à disparaître très rapidement quand on voyage. Donc, on s'est retrouvé en Angleterre. Et donc, moi, je pensais retourner travailler, donc faire un peu de coding pour retrouver un travail dans ma branche. Et j'ai eu un coup de chance. Pendant nos voyages, en fait, on joue aux cartes avec des amis et on joue au poker. Et moi, j'étais assez bon. Quand j'étais jeune, j'ai toujours joué aux cartes. Et là, je me suis dit, oh, je suis pas si mauvais que ça à jouer au poker. Et donc, j'ai commencé à jouer au poker. Et très vite, pardon, je sais pas si ça se dit très vitement, très vite, j'ai gagné un gros tournoi de poker. Gros, c'est éphémère.
dans les 5 000 €, je me suis dit, ouh, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, je me suis mis à jouer, à m'instruire, à lire beaucoup de livres sur le poker. Et donc, je suis devenu professionnel. Donc, pendant plus de 5 ans, j'ai joué. Bon, quand je dis professionnel, pas les gars que tu vois à la télé qui font des millions et tout ça, quoi. Mais assez pour vivre correctement. Et donc, pour avoir beaucoup de temps libre. Donc, le temps libre, ça m'a permis de passer du temps avec mes enfants. Donc, après, j'ai fondé une famille. Donc, passer du temps avec mes enfants et faire un peu de charité, tout ça, quoi. Donc après, j'ai créé une compagnie de staking, d'ailleurs, poker staking. Donc en fait, ce qu'on faisait, c'est que moi et des associés, on formait des joueurs de poker, donc des joueurs de poker qui avaient déjà un peu de talent, et on leur donnait des cours pour les faire devenir meilleurs, et on les stackait. Donc on leur donnait des sommes d'argent pour qu'ils puissent jouer des plus grosses tables, à des plus grosses stakes, et donc on prenait des pourcentages de ça. Donc ça, c'était le business model. Et après, bon, je fais plusieurs business, des poker e-shops, donc où on pouvait trouver tout ce qu'on voulait relié au poker, que ce soit des cours, des tables et tout ça, quoi. Après, j'ai fait une poker mobile app, c'était pour du training. Et quand j'ai fait cette app, donc avec mon business partner, je me suis dit, ça serait dommage, je vais me remettre au coding. Et donc là, j'ai remis le nez dans le coding. Je me suis remis à apprendre le Python. Et au bout de 10 mois, je me suis dit, non, c'est vraiment pas pour moi. Donc je me suis rappelé, je me suis dit, non, je comprends. Donc Turbo Pascal, c'était pas mon truc. Le Python, je me suis dit, laisse tomber. Donc, je laisse ça aux gens qui s'y connaissent. Donc, mon business partner, lui, touche à ça. Donc, là, j'ai plusieurs autres business. J'en ai un, ça s'appelle Price Action Tracker. C'est en fait pattern tracking software. Ça regarde les marchés, ça reprend plusieurs apps. Et là, en ce moment, là, je suis en train de travailler sur une app qui serait construite sur la blockchain. Mais bon, j'ai une NDA dessus, donc je peux pas trop en parler. Mais donc, voilà, c'est ça mon background, quoi. Donc, c'est assez atypique. Oui, très enrichissant. C'est passionnant de t'écouter parce que ça me rappelle un petit peu le background, justement, de quelqu'un d'autre qui a également été dans la programmation. Après ça, il s'est retiré, il a fait d'autres choses, puis il est revenu par la suite. Mais on voit, toi, que... Ah oui, je sais de qui tu parles. Ouais, c'est ça. C'est notre ami Régis. Ouais, je lui ai dit, en fait, je lui ai envoyé un message aussi, parce qu'il a un DUT aussi. Et je lui ai dit, ah, c'est marrant, c'est vraiment, nos parcours se ressemblent un peu. Bon, lui, il avait fait du théâtre, ou je crois un truc plus artistique. Oui. Mais c'était marrant, quand j'avais vu ton podcast, je me suis dit, ah, tiens, un pool opérateur qui a qui a un parcours un peu similaire au mien. Ben oui, et puis justement, c'est très important justement d'avoir une diversité et puis de voir un petit peu, d'être en mesure de se détacher un petit peu de l'informatique et de revenir par la suite parce que c'est très différent des personnes qui sont juste en informatique puis qui tombent amoureux de la blockchain et qui là n'arrivent pas à se détacher puis de voir justement les différents use cases qu'on peut avoir et justement c'est un petit peu en lien avec le stake pool dont tu vas nous parler, mais de voir, bon ben là il y a une technologie, comment je peux la mettre en lien avec un vrai besoin dans le monde. Et c'est ça qui est, selon moi, le plus important. Et d'ailleurs, parle-nous un petit peu, c'est un petit peu le modèle d'affaires de ton stake pool. Ouais, donc notre stake pool, ça s'appelle Kind, donc K-I-N-D. Et donc, c'est un peu différent des autres pools. C'est une pool, en fait, caritative. Donc, nous, en fait, notre goal, c'est de mettre EDA au service du bien social. Donc, nous, en fait, ce qu'on veut, on veut redonner à la société et rendre le monde meilleur. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que nous, tous les mois, on donne un pourcentage de nos bénéfices à des organismes de bienfaisance. Donc, pour l'instant, on donne 25%, mais le but, c'est de donner bien plus quand notre pool grandira. Parce qu'en fait, nous, on n'est pas là pour faire de l'argent. On est juste là pour tout redonner à la société. Donc, c'est aussi pour ça que là, je ne sais pas si tu suis un petit peu, mais il y a un peu les polémiques par rapport aux gens qui créent plusieurs pools, les pool farms et tout ça. Donc là, nous, ça ne nous intéresse pas. Ça, nous, on ne créera pas de deuxième pool. Nous, ce qu'on veut, c'est aider pour la décentralisation ultime, si tu veux, quoi.
Nous, on aura notre pool. Si un jour notre pool allait saturer, on dira à nos délégateurs, tenez, allez déléguer. Bon, surtout, je pense qu'on les renverra sur des pools francophones. On leur dira, voilà, nous, on n'est pas loin de la saturation. Si vous restez chez nous, peut-être que vous ferez moins. Donc, allez déléguer chez nos amis francophones. Donc là, pour l'instant, bon, on est encore loin du point de saturation. Donc, vous pouvez encore déléguer chez nous. Là, pour l'instant, on a seulement 5,3 millions délégués. Donc, on est encore loin de la saturation. Donc, nous, comme j'ai dit, tous les mois, là, on donne un pourcentage de nos profits à des charités. Donc, pour l'instant, on est partenaire avec 5 charités. La première, c'est Save the Children. Donc, en fait, c'est une fondation en fait, qui aide les enfants les plus vulnérables. Après, le deuxième, c'est Water Project. En fait, c'est ils aident à mettre la crise de l'eau. Après, on a Against Malaria. En fait, ils se battent contre le paludisme, tout ce qui est malaria. Après, on a la fondation de Manny Pacquiao, le boxeur. En fait, lui, il a créé une fondation qui aide les gens en Philippines. Et on a aussi Surfrider Foundation. En fait, eux, ils combattent pour la protection des océans. Donc, nous, c'est ça. Nous, on veut faire des dons tout en aidant. Et donc, ça aussi, c'est une autre chose qu'on fait, parce que toutes ces charités-là, on les a approchées, on leur dit, nous, voilà, on veut vous aider, on veut vous faire des dons, mais on aimerait faire des dons en AIDA, pas en dollars, pas en BTC, nous, on veut le faire en AIDA. En fait, pour aider à l'adoption de AIDA. Pour l'instant, la plupart des charités, ils utilisent une solution qui convertit les cryptos en fiat. Ça s'appelle, je crois que c'est The Giving Block, ouais, c'est le Giving Block. Et en fait, le Giving Block, en fait, c'est une solution qui utilise Gemini pour leur back-end. Donc, en fait, ils peuvent seulement accepter les cryptos qui sont listés sur Gemini. Donc, pour l'instant, AIDA n'est pas listé sur Gemini. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux charités de mettre un peu la pression sur Giving Block et sur Gemini en disant, bah voilà, nous, il y a des gens qui veulent nous faire des dons, mais ils veulent nous faire des dons en AIDA, et comme vous, c'est pas encore listé, on peut pas le faire. Bon, d'après ce qu'on comprend là, que ça soit Gemini, Coinbase, en fait, tous les gros échanges, on dirait, bon après, c'est pas une information, hein, mais moi, mon impression, c'est que tous ces gros échanges-là, ils attendent que Cardano soit complètement decentralized. Donc, je pense que quand le paramètre D de décentralisation sera arrivé à 0, je pense qu'on va voir de gros échanges comme Coinbase ou peut-être Gemini qui listerait Cardano. Donc, d'après ce que je comprends, D, ça devrait revenir à 0 au niveau de mars, un truc comme ça. Donc, c'est bien possible qu'on ait des gros échanges qui listent AIDA très bientôt. Donc, je pense, après, je sais pas, peut-être que toi, tu as entendu d'autres informations, mais par rapport à... Parce que je pense qu'au niveau régulation, toi, un gros échange comme Coinbase, je pense qu'ils peuvent pas vraiment se lister un coin qui est pas entièrement décentralisé. Donc, je sais pas, on verra. Mais bon, nous, en fait, c'est ça. Pour l'instant, on fait nos dons soit en fiat ou soit en BTC, mais on leur fait bien comprendre que nous, ce qu'on veut, c'est donner en AIDA. Donc, eux aussi, il faut qu'ils fassent un petit effort et qu'ils mettent un petit peu la pression sur les échanges. Et donc, on donne, comme je dis, 25% à des charités, mais on redonne aussi à nos délégateurs. Donc, en fait, là, sur notre site, je ne sais pas si tu as vu, mais tous les mois, on fait une loterie de $100. Donc là, tous ceux qui délèguent plus de 20 000 AIDA à notre pool, on les inscrit sur une loterie. Et tous les mois, en fait, on tire au pif. Le tirage, il est fait live, en ligne et tout. Donc, on poste les vidéos. Donc, il n'y a pas d'arnaque. Donc, on tire randomly. Je ne me rappelle plus comment on tire en français. On tire au sort. Ouais, au hasard. Voilà, au hasard. Désolé. Désolé si je parle un peu comme Jean-Claude Van Damme. Donc, tous les mois, en fait, on choisit un gagnant et on leur envoie $100 worth of AIDA.
Et on fait aussi tous les mois, on fait des autres promos. Donc là, en fait, en ce moment, là, tout le mois de novembre, on a une promo qui s'appelle Cardano Millionnaire. Donc, et là, en fait, on récompense les whales, entre guillemets. En fait, tous ceux qui délèguent, si vous déléguez plus de 500 000 ADA à notre pool, donc si vous déléguez 500 000 ADA à notre pool, à la fin du mois, on vous envoie $70 en plus. Si vous déléguez plus d'1 million, on vous donne $150 en plus. Donc, en fait, ça, c'est pour récompenser nos délégateurs. Parce qu'en fait, pour pouvoir donner plus aux charités, il nous faut plus de délégations. Donc là, en fait, avec ces promos-là, on attire les délégateurs. Eux, on les remercie en leur donnant de l'argent. Et grâce à ça, on fait plus de margin de profit. Et ces profits-là, ils peuvent aller aux charités. Et sinon, tu me disais par rapport à notre équipe, en fait, notre équipe, on est deux. Donc, c'est moi et mon business partner. Donc, lui, c'est un petit génie de l'informatique. Il est senior Java développeur, c'est un Linux expert. Donc, en fait, c'est lui qui s'occupe de toute la partie technique. Comme tu as bien dû comprendre que le coding, maintenant, ça va un peu dépasser. Et moi, en fait, je m'occupe de tout le reste, que ce soit le site, la web, contacter l'échange avec les charités, les délégateurs, sur les médias sociaux et tout ça, quoi. Donc voilà, donc notre pool, c'est ça, c'est Kind, K-I-N-D. Donc vous êtes les bienvenus pour déléguer chez nous et puis nous, on vous remerciera, on vous envoie de l'argent. Ben oui, c'est super bon, c'est un très bon modèle en plus. Et comme tu le dis, vous poussez pour l'adoption d'EDA et également pour l'adoption d'EDA auprès de ces différents organismes et également pour qu'ils mettent un peu de pression dans les différents exchanges. Et c'est intéressant ce que tu mentionnais par rapport au fait que les exchanges attendaient que ce soit beaucoup plus décentralisé. Et c'est probablement une des autres raisons. Je sais qu'au départ, il mentionnait que Charles Hoskinson ou la communauté mentionnait que il y avait peut-être une question d'éducation aussi qui devait être faite, donc revoir un petit peu la documentation puis tout ça, parce que c'était un petit peu difficile de savoir où aller chercher l'information, puis la bonne information sur le projet Cardano. Donc on avait le site de IOHCore, on avait le site de la fondation Cardano. Ouais, c'est pour ça, c'est clair, parce que les échanges, surtout les échanges qui sont régulés aux États-Unis, ouais, eux, ils sont vachement surveillés, donc ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un projet qui est un peu fouilleuse, quoi. Ouais, c'est ça. Qui est assez transparent, quoi. Ou même si c'est académique et puis que la recherche est là, ça ne va pas aider les utilisateurs à savoir dans quoi j'investis en tant que projet. Ouais, exactement. Ouais. Mais aussi l'information que tu donnes, le fait que ce soit 100% décentralisé doit être également une bonne raison pour ralentir ou pour pas directement mettre le projet sur l'exchange. Donc c'est intéressant, super intéressant. Et est-ce qu'il y a d'autres fondations que vous recherchez? Parce que là, tu nous en as nommé 5, mais est-ce que vous êtes toujours en discussion avec plusieurs... Ouais, exactement. En fait, au début, nous, j'en ai contacté peut-être une vingtaine dès qu'ils sont solides, parce qu'en fait, nos délégateurs, en fait, ils veulent qu'on redonne de l'argent à des fondations à des charités qui sont sérieuses. Donc, j'ai cherché des charités qui étaient sérieuses. Et il y en a, en fait, ils ont dit, écoute, nous, les cryptos, ça ne nous intéresse pas. On ne veut pas accepter les cryptos. T'en avais qui ne savaient même pas ce que c'était des cryptos. Donc, j'ai envoyé des documents pour leur expliquer, au contraire, c'est super d'accepter les cryptos et tout, quoi. Donc, non, nous, s'il y a des charités qui sont sérieuses et qui acceptent les cryptos, ils peuvent me contacter. Et puis, ça sera un plaisir de les rajouter sur notre site. Oui, parce que pour la petite histoire, j'ai approché quelques fondations ici à Québec je pensais que le pitch était bon et tout ça, mais j'ai jamais eu de retour.
Mais je Ouais, pense que c'est ça, il faut pas abandonner un petit peu comme tu l'as fait là non, mais justement, c'est hallucinant, tu vois. Si toi, tu as eu cette expérience-là, tu contactes les gens, tu leur dis, écoute, nous, on a un projet, on va avoir de l'argent tous les mois, on va vous envoyer de l'argent, et les gens ne te répondent pas. Ouais. Moi, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. On se demande en fait s'ils veulent vraiment aider les gens ou s'ils font ça juste pour avoir une façade ou pour blanchir de l'argent ou je sais pas ce qu'ils font. Mais moi, je comprends pas. Si j'avais une fondation et qu'il y a des gens qui disent voilà, moi, je peux te donner. Bon, ou il y en a, ils m'ont dit ah oui, nous on veut bien, mais tu penses donner combien tous les mois? Donc je lui dis, je leur disais, nous c'est une fondation, je leur expliquais un peu notre concept et je leur disais qu'au début les dons seraient peut-être petits, mais dans le futur le plan c'est que ça monte. Et donc quand je leur disais grosso modo combien on enverrait par mois, tu vois là le mois dernier on a envoyé à la Surfrider Foundation et on leur envoyait 1050 aux alentours, un peu plus de 1000 AIDA. Donc 1000 AIDA, bon, maintenant avec le cours de l'AIDA qui a 10 cents, donc voilà, ça faisait un peu plus de $100. Et donc, il y a des fondations, si tu leur dis que tu vas leur envoyer que $100 ou $200, ça les intéresse pas. Eux, ils préfèrent dealer carrément avec des grosses corporates qui sont là juste pour avoir une bonne image en disant, voilà, on a donné 4 millions la charité. Eux, pourquoi ils font ça? C'est pas parce que c'est des bons samaritains, c'est juste par rapport à de l'argent qui est détaxé, tout ça. Ils s'en foutent. Non, c'est ça. Et les charités qu'ils supportent. Donc, c'est ça qui est un peu décevant parce que nous, on veut vraiment aider. Nous, ça n'a rien à voir pour éviter le fisc ou les taxes ou n'importe quoi. Nous, en fait, tout l'argent qu'on a de notre pool, c'est pour la redonner, pour aider les gens. Et le montant n'a pas l'air c'est peut-être attrayant pour eux et donc soit ils répondent pas, donc je sais pas, donc ouais, si vous connaissez même pour nos auditeurs hein, s'il y en a qui connaissent une charité sérieuse, qui n'hésitent pas à me contacter et puis moi je serais ravi de les rajouter sur notre site. Et je pense que c'est un petit peu avec toutes les organisations, c'est que ça demande un travail d'éducation, puis même beaucoup d'éducation. Et à un moment donné, c'est ça. C'est quand tout le monde ou quand on va en reparler dans les médias, là, il y a peut-être un intérêt. Et là, on risque d'avoir des retours d'appel. Oui, c'est bien possible. Et sinon, donc, quand est-ce que tu as entendu parler de la blockchain et du projet Cardano? Donc, en fait, moi, blockchain, ou plus ou moins Bitcoin, j'en ai entendu en 2012. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de joueurs de poker qui en parlaient. Quand on était sur les forums de poker, ils parlaient, ouais, c'est cool, tu peux imprimer ta propre monnaie. Mais ça me paraissait un peu compliqué, donc j'ai un peu zappé. Puis bon, je bossais sur d'autres projets, donc j'ai un peu survolé les trucs. Parce qu'en fait, aux tables de poker, il y a des joueurs de poker, c'est des vrais gamblers. Donc en fait, ils faisaient des side bets. Donc toi, genre, tu es en train de jouer au poker et puis les gens, ils s'ennuient à table et puis ils disent, tiens, je fais un pari, la prochaine carte, je te parie que c'est une carte rouge. Et l'autre, il va dire, bah non, moi, c'est noir. Et donc, à ce temps-là, donc en 2012, toi, le BTC, il devait être entre 50 et $100. Donc, les mecs, voilà, ils pariaient comme ça. Tiens, je te parie un BTC que la prochaine carte, c'est une carte rouge. Hop, la carte rouge, c'était noir. Et l'autre, il lui envoyait un Bitcoin, comme ça. Et donc, c'était, ouais, en fait, c'était un truc de gambler, quoi. Et par contre, en 2013, tout a changé parce que il y a certains networks de poker qui ont commencé à offrir BTC comme méthode de cash out. Ok. Ou de paiement d'affiliation. Donc, parce que nous, en fait, on jouait. Donc, moi, comme je te disais, je jouais, mais on sponsorisait aussi des joueurs pour qu'ils jouent. Donc, en fait, nous, ce qu'on faisait, c'est que, comme je disais plus tôt, on prenait des joueurs qui avaient un peu de potentiel. Donc, on voyait genre quelqu'un qui sait jouer, mais qui joue aux petites tables, qui arrive à gagner, mais il n'a pas le portefeuille pour jouer aux plus grosses tables.
Donc nous, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on les formait, on regardait si les gars étaient sérieux. Et après, on leur donnait plus d'argent pour jouer aux tables. Mais nous, ce qu'on leur disait, c'est tiens, au lieu de jouer, je ne sais pas si tu connais un peu le poker, mais donc toi, il y a les gros sites comme PokerStar et tout ça. Mais nous, on leur disait, écoute, va jouer sur ce site-là, un site un peu plus petit. Et nous, en fait, on négociait avec le site, on disait, toi, là, on va t'envoyer des joueurs qui jouent beaucoup. Et donc, toi, il faut que tu nous donnes un petit peu d'affiliation. Donc, le poker, comment ça marche? À chaque fois que tu joues un pot, genre, moi, j'ai 100 $, toi, tu as 100 $, je mets tapis, donc le tapis, il est de 200 $. Le gagnant, il ne prend pas 200, le gagnant, il prend 198. Et toi, le site, il garde 2 $ pour sa commission. Ouais. Et donc, nous, en fait, on avait un deal avec ces casinos-là en ligne. On disait, sur les 2 euros, les 2 $ que tu prends, et nous, on veut 30%, 20%. Puisque donc, nous, on te ramène des gros joueurs qui vont dépenser beaucoup, ils vont jouer beaucoup. Nous, on veut un petit pourcentage de ça. Donc, tous les sites faisaient ça, en fait, parce qu'ils voulaient attirer des joueurs qui jouaient beaucoup. Parce qu'avoir un joueur qui joue que 5 minutes, ça les intéresse pas. Nous les joueurs qu'on sponsorisait, ils jouaient, c'était comme un travail, donc ils jouaient 40 heures par semaine. Donc, t'imagines, tous les 2 euros qu'ils se prenaient, ils se faisaient de l'argent. Ouais. Donc, ces sites-là, pour nous payer, notre affiliation, au début, ils nous payaient donc les méthodes de paiement, c'était avec NetTeller, PayPal au début, mais après PayPal, ils ont arrêté parce que c'était lié avec du gambling. Donc, pour retirer de l'argent de ces sites-là, ça pouvait prendre 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Donc, c'était un peu un nightmare, quoi. Et donc, en 2013, il y a des poker networks qui ont dit, nous, on peut vous offrir BTC comme méthode de cash out. Donc là, nous, ça nous a intéressé. C'est là que je me suis dit, là, il y a... Parce que c'était instantané. Bon, BTC, c'est pas... Voilà, c'était instant, quoi. Et donc, là, je me suis dit, il y a un besoin, quoi. Le BTC, le Bitcoin, les cryptos, ça résout un besoin. Et donc, après, c'est vrai que quand je dis ça aux gens, là, à l'époque, les Bitcoins, c'était entre 100 et 150 euros. Donc, nous, ils nous envoyaient des douzaines ou des trentaines de bitcoins par mois. Waouh! Donc, après, quand j'y repense, j'ai un peu mal à la tête parce que nous, en fait, c'était tellement volatile. Nous, ce qu'on faisait, c'est que dès qu'on recevait les bitcoins, parce que nous, en fait, on voulait les bitcoins parce que fallait que ça soit instant. Donc, on les recevait, mais nous, on les changeait directement en fiat. Et pour les changer en fiat, toi, c'est pas comme maintenant. Maintenant, tu peux facilement changer les bitcoins en fiat. Mais en 2013, c'était pas si facile que ça. Donc nous, on allait sur des forums de poker où des gens disaient, voilà, moi, tu m'envoies un bitcoin et moi, je te fais un transfert avec PayPal où ils se prenaient 5%, 10% de commission. Ou alors, on passait par des échanges, mais toi, à ce temps-là, c'était Gox ou des échanges qui n'existent même plus, toi, qu'on coulait et tout, quoi. Donc, en fait, on gardait aucun bitcoin, quoi. Maintenant, si j'avais su, j'en aurais gardé un peu plus. Évidemment. Mais donc voilà, non, en fait, nous tout de suite, parce que c'était tellement volatile et puis comme c'était pas obligatoire, donc c'était pas régulé et tout. Et puis toi, ça aurait pu, tout le monde parlait de pyramide scheme, tout. Donc nous, on recevait, on les changeait tout de suite. Et puis bon, après, on perdait 10-20% dans le change, mais au moins, on avait l'argent tout de suite, quoi. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser au blockchain. Je me suis dit, je pense qu'il y a du potentiel dans cette technologie-là. Je pensais peut-être pas Bitcoin, mais peut-être une autre chose. Donc, je suis allé j'ai essayé de m'informer. Donc, je suis allé sur les forums. À ce temps-là, il y a seulement vraiment Reddit où il parlait de ça. Et après, j'ai trouvé un cours sur Udemy par Charles Hoskinson. Et il avait un cours sur Udemy, je crois que ça s'appelait Introduction au Bitcoin ou un truc comme ça, quoi. Donc, j'ai regardé son cours. Et qui était vraiment très, très informatif. Et en fait, je suis tombé sous le charme de Charles, de la manière dont il parle. Tu vois que c'est un prof, ce mec-là. Il parle bien. Il essaye de rendre l'information assez simple, même s'il est super intelligent et tout, quoi. Et donc, et même à ce temps-là, il était déjà assez actif sur les médias sociaux, sur Twitter et tout, quoi. Donc, je l'ai suivi. Et puis voilà, quoi. Donc, mais j'ai continué à étudier
à m'informer sur Bitcoin. Et après, bien sûr, j'ai vu les gros points faibles de Bitcoin qu'on connaît. Et donc, j'ai commencé à m'éduquer, à regarder un peu sur les altcoins. Je dis pas shitcoin, je déteste ce mot-là quand les gens disent shitcoin, parce que c'est vraiment les trucs maximalistes en disant ça, c'est pas bon parce que il y a tellement de altcoins qui ont des super projets qui sont développés, c'est vraiment, je sais pas, ça m'énerve quand les gens disent shitcoin parce que ça dénigre le travail vraiment que les gens font. Donc logiquement, je suis passé de Bitcoin à son petit frère Litecoin, et après j'ai fini sur Digibyte. Je sais pas si tu connais un peu Digibyte, oui, aussi. Mais donc voilà, après puis j'ai continué donc à m'intéresser aux cryptos, mais c'était plus ça, plus Digibyte, Litecoin. Et en 2017, je suis retombé sur la célèbre vidéo le whiteboard de Charles. Et là, en fait, là, je me suis dit, ah ouais, ça c'est du lourd, quoi. C'est du lourd. Et puis, donc voilà, c'est comme ça que je suis tombé sur Cardano. Mais ouais, Charles, en fait, suite à son cours, donc je l'ai suivi quand il était sur Ethereum. Et puis ouais, donc après Cardano, et puis là, je suis tombé sous le charme, et je me suis dit, bah voilà, je vais m'intéresser à Cardano, quoi. Et puis voilà, 3 ans plus tard, on a ouvert une pool. Oui, c'est ça, parce que effectivement, Charles est vraiment une des personnes qui est en mesure de bien expliquer les choses et quand même de manière objective. Fait que c'est sûr que là maintenant qu'il a son projet Cardano, c'est sûr qu'il est un petit peu moins objectif. Puis on s'en parlait un petit peu avant de faire le podcast. Mais quand il parlait vraiment du fait d'expliquer la blockchain, d'expliquer le Bitcoin avec les différentes générations puis tout ça, c'était vraiment très informatif. Et c'est également ça qui m'a beaucoup plu. C'est que dans le fond, en écoutant Charles, j'étais en mesure de remplir le gap entre le début de Bitcoin et mon introduction au niveau de la blockchain. Et que c'était vraiment lui que, à travers ces entrevues, j'ai été en mesure de bien comprendre tout ce qui s'était passé au début, le Malgox et tout ça, et de comprendre un petit peu pourquoi les médias, de mieux comprendre ce que les médias disaient par rapport au fait que c'est juste pour le blanchiment d'argent et puis tout ça, là. Et c'est vraiment lui qui m'a permis de me donner une vision et une meilleure réflexion, puis pas juste de m'en tenir à ce que les médias disent ou juste les documentaires, parce que souvent l'information n'est pas vraiment très exacte. Mais il y a quand même plusieurs autres projets qui offrent du staking, et comme Tezos, Polkadot, Ethereum, mais dans le fond, vous avez choisi vraiment Cardano parce que t'étais sûr d'une certaine manière que ça allait être quelque chose de bien, là. En fait, moi, j'ai un peu suivi, donc, comme je te dis, la période il était à Ethereum. Et en fait, moi, Ethereum, là, ce que je vois, pour moi, c'est MySpace ou c'est Blockbuster. Pour moi, quand j'entends parler de Ethereum, je pense que c'est plus ça. Tu vois là, avec ce qu'ils essayent de faire avec Ether 2, c'est trop dur. C'est trop dur de changer un protocole en route. Là, ce qu'ils essayent de faire, c'est comme s'ils essayent de changer une roue pendant qu'ils sont en train de conduire sur l'autoroute à 130, quoi. C'est d'accord, ils ont eu le first mover advantage, comme ils disent, quoi. Ils sont arrivés les premiers et tout. Mais là, moi, je connais des devs qui bossent sur Ethereum. Et en fait, ils restent là-bas parce qu'il n'y a rien de mieux pour l'instant. Mais je pense que dès que nous, on aura Gogen, et là, qu'il y aura les smart contracts et tout ça, je pense qu'il va y avoir un gros exode qui va commencer. Je pense qu'il y a plein de devs qui vont bouger. Il y en a, je sais qu'il y en a déjà qui bougent vers Tezos, Polkadot, mais je pense que là, une fois qu'on a Gogan, une fois que Cardano c'est pratiquement fini, je pense qu'il y aura un sacré exode, parce que les développeurs, là, moi j'en connais, ils disent que c'est bien quand ils sont sur le testnet, ils arrivent à bidouiller un petit peu, mais dès que c'est là, en fait, avec le prix du gaz et tout, c'est trop dur en fait pour eux, quoi. Donc là, ils veulent une plateforme plus robuste et plus facile
Et donc, je pense que dès qu'on aura vraiment Goguen, je pense qu'il va y avoir un exode de malades. Et par contre, Tezos, Polkadot, bah, je m'y connais pas trop, donc je peux pas vraiment me prononcer. Mais bon, d'après ce que je comprends, il y a des moyens de faire du cross-chain, compatibilité entre Polkadot et Tezos et tout. Donc, je pense même, moi, comme je t'ai dit, je suis pas un maximaliste. Hein. Je pense qu'il y a de l'espace pour plein de third generation blockchain. Mais pour l'instant, donc ma préférée, c'est Cardano, parce que par rapport à que ce soit la transparence, peer review, tu vois, les recherches qu'il y a derrière, et puis ils ont pensé à tout, quoi. Tu vois, comment dire en français, l'interopérabilité. Ouais, c'est ça. En français, peut-être. Ouais. Donc, tu vois, ça, l'utilité, la durabilité, ils ont pensé à tout, quoi. RHK, ils ont vraiment pensé à tout. Et puis après aussi, moi, ce qui m'a vraiment branché, c'est toi, la vision de Charles. Et puis aussi, tu sais, quand il parle de l'Afrique, parce que toi, moi, j'y suis allé et tout, et ça, c'est un projet qui me tient à cœur. Donc, quand je vois qu'il essaye plus les gens du third world country, du tiers-monde. Tu vois, il veut vraiment aider. Quoi. Donc, c'est ça aussi qui m'avait vraiment tenu à cœur. Donc c'est pour ça que je suis resté sur Cardano. Mais je dénigre pas les autres. Mais par rapport à. Là, je vois souvent les gens ils disent oui, Ethereum tue. Je pense que c'est vraiment. Quand moi je parle aux développeurs que je connais, c'est du lourd ce qu'ils essayent de faire là. Vraiment changer des choses en pleine route. Donc, ouais, pour moi, ADA, Cardano, ils vont. C'est eux, quoi, comme diraient plusieurs personnes, we are going for number one. Ouais. Mais je pense, non, ouais, je pense qu'on a tous les outils. Je pense qu'on a tous les outils. On a la technologie et on a les cerveaux derrière qui sont là, quoi, pour arriver au résultat. Donc, ouais, c'est pour ça que je suis sur Cardano, quoi. Oui, puis définitivement, Ethereum, comme Charles le dit souvent, on leur souhaite de réussir. Mais moi aussi, là, de la manière dont je le vois, j'ai bien hâte de voir finalement qu'est-ce qui va en sortir. Mais j'espère me tromper, mais c'est ça. Ce sera pas. Non, et puis après, moi, je leur souhaite pas de se planter. Après, il y a de la place pour plusieurs third generation blockchain. Exact. Mais c'est vrai que là, eux, ils ont commencé tôt. Donc là, c'est clair qu'ils avaient tous les devs et tout ça. Mais là, ce qu'ils essayent de faire, les changements qu'ils essayent de faire, ils peuvent pas se permettre de faire un changement qui va casser des smart contracts. Bah là, je sais pas, tout à l'heure, juste avant de faire la vidéo, je sais pas si tu as vu, il y a un stablecoin qui était fait sur Ethereum et à cause d'un hack, qui a eu un glitch qu'il y a eu sur Ethereum, l'argent qui était sur ce stablecoin, et tout a disparu et tout, quoi. Donc, tu vois, là, après, les gens qui essayent de construire sur le blockchain, ils créent leur business, ils veulent le créer sur des fondations qui sont solides. Tu peux pas, toi, créer un business et puis après, du jour au lendemain, bah, ton business, il est foutu, pas par rapport à ce que toi, tu as fait, mais juste parce que la fondation, elle n'était pas solide, elle n'était pas robuste. Donc, je pense que là, avec tout le problème qu'il va y avoir sur Ethereum, en fait, c'est de la publicité, en fait. Et moi, je pense que Ethereum, ils font de la publicité pour Cardano en disant, bah, regardez, nous, à chaque fois que ça plante, eh ben, allez sur Cardano parce que ça plante pas, quoi. Donc, je pense que les gens, les développeurs, ils vont bouger. Là, j'ai aucun doute là-dessus, quoi. Ben oui, puis c'est un petit peu comme, justement, pour parler de l'actualité, c'est un petit peu comme le vaccin. Alors, quand on a un vaccin que, soi-disant, on nous dit que, bon, le vaccin est robuste à 90% ou 95%, ben c'est sûr que là, les gens ça va rassurer les gens pour prendre le vaccin. Maintenant, si on nous annonçait que le vaccin était fiable à 50%, ou moins que ça, ben c'est sûr que là, les gens auraient des doutes. Et avec ce qu'il y a de l'avantage un petit peu de Cardano, c'est que c'est transparent. La documentation, la recherche académique est transparente. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout le monde est capable de la comprendre et tout ça, mais
quand on voit que c'est repris par des universités, des personnes qui ont leur expertise dans le domaine de l'informatique, la sécurité informatique et tout ça, ben on peut avoir une fiabilité sur le protocole. Un petit peu, encore une fois, comme le vaccin. Je veux dire, je suis pas médecin, mais si je vois qu'il y a une grande communauté de médecins, de chercheurs qui nous garantissent que oui, c'est vrai que le vaccin est robuste à 95%, ben je vois pas pourquoi je veux pas les croire. Donc effectivement, là, Ethereum fait un petit peu de publicité pour Cardano, puis comme tu l'as dit, les business vont faire en sorte que il va y avoir des faiblesses avec le protocole d'Ethereum qui vont créer un exode, comme tu l'as dit, et un flux de business qui vont aller vers d'autres protocoles avec le temps. Alors là, le temps file, mais... désolé, je parle beaucoup. Ouais. non, mais c'est super intéressant, j'adore ça. Et, donc, c'est sûr que, tu l'as dit, tu n'es pas un maximaliste. L'objectif de votre pool, c'est pas que les gens viennent juste déléguer chez vous, puis que quand vous êtes à saturation, ben, vous créez un autre pool. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup quand même de pools francophones. Alors, est-ce que vous avez une stratégie? Quel genre de difficultés vous avez eu techniquement lorsque vous avez voulu mettre votre pool? C'est quoi les défis dans le fond que vous avez et que vous arrivez à outrepasser ces défis-là? Nous, en fait, à l'origine, moi, je voulais pas ouvrir de stake pool. Parce qu'en fait, j'avais fait les calculs et je trouvais que c'était bien plus simple et plus rentable de juste déléguer. Parce qu'en fait, comme là, il y a plein de stake pool opérateurs qui doivent commencer à s'en rendre compte. C'est pas si facile d'avoir une pool, il y a des coûts et tout. Donc nous, à l'origine, en fait, on voulait pas faire une pool. Et bon, moi, j'ai mon business partner, hein, lui, il était dans les Telegram group pendant ITN, donc il reniflait un petit peu. Mais quand on a vu ce qui se passait, toi, avec les multi-pools, avec les one-person pools, tu vois, là que ça commençait à ouvrir, à créer des farms et tout, je me suis dit, tu sais, c'est important parce que nous, pour moi, pour que Cardano marche, il faut qu'il soit vraiment décentralisé. Donc, pour qu'il soit décentralisé, on s'est dit, bah voilà, il va falloir qu'on mouille le maillot et puis pour aider à la décentralisation, bah, il faut qu'on ouvre notre pool. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a attendu le début du mainnet et c'est là qu'on a ouvert, notre pool. Par rapport au pool francophone, en fait, on n'est pas vraiment en compétition. En fait, on a un Telegram group avec tous les stake pool opérateurs francophones et puis c'est bon enfant, on s'entraide, c'est une bonne famille. Mais comme je l'ai dit, en fait, nous, l'important, c'est le network qui soit le plus décentralisé. Nous, on n'est pas là pour faire de l'argent. Le plan, c'est de redonner tout aux charités et aux délégateurs. Donc, nous, en fait, tant que nos coûts sont couverts et que le network est décentralisé, nous, on est content. Donc, et comme on ne fait pas ça pour l'argent, on sera toujours compétitif par rapport à des gens, à des pool opérateurs qui font ça pour de l'argent, parce que la plupart, eux, ils veulent se garder un peu d'argent pour payer leurs factures et tout ça, que nous, en fait, bah, on a déjà nos business qui tournent à côté. Donc, en fait, on ne fait pas ça pour l'argent. Donc, en fait, nous, c'est ça. Nous, notre USP, c'est que, en fait, nous, on est charitable. On veut aider le network à être plus décentralisé. On veut aider à rendre meilleur grâce à Cardano. On veut aider les charités que l'on supporte. Et on veut aussi récompenser les délégateurs pour leur générosité avec les promos qu'on a, comme je t'ai dit, notre loterie mensuelle et puis notre promo, quoi, les autres promos comme Cardano millionnaire que je te disais là. Mais en fait, il n'y a pas de secret. En fait, toutes les pools offrent plus ou moins le même ROS, le pourcentage à l'année. Donc là, les gens, les délégateurs qui passent d'une pool à l'autre en cherchant un meilleur retour, moi je pense qu'à la fin de l'année, tout le monde offrira un retour plus ou moins similaire dans la tranche entre 5 et 5,5%. Donc, si les gens ils délèguent 10 000 AIDA, un pourcentage, une différence de 0,1% à la fin de l'année, c'est minime. Donc, je pense que
nous, ce qu'on propose, on propose à nos délégateurs, c'est venez chez nous. Nous, on est là pour aider. On va vous offrir le même retour sur investissement que les autres. Mais par contre, on va aider les charités. Donc, vous vous sentirez mieux parce que vous avez aussi mis votre pierre à l'édifice. Et en plus, comme on fait nos loteries tous les mois, ils peuvent recevoir de l'argent en plus. Donc, il n'y a pas photo. Il n'y a aucune raison pour pas qu'ils délèguent chez nous. C'est comme je dis, si quelqu'un a 10 000 ADA, il y a une différence de 0,1%. À l'année, la différence entre deux poules sera inférieure à ce que nous, on offre avec notre loterie de $100. Donc ouais, il n'y a pas photo. Il faut qu'il délègue chez nous, quoi. Ben oui. Puis on le sait de toute façon, un des meilleurs use cases pour la blockchain et les crypto-monnaies sont évidemment les fondations, puis le côté caritatif. Donc je trouve ça vraiment super intéressant de pousser là-dessus. Et au final, ces fondations-là, ces organismes-là deviennent de grands ambassadeurs également pour les projets comme le projet Cardano. Donc de ce côté-là, encore une fois, tout le monde est gagnant sur le long terme. Et je voulais revenir à quand tu me disais pour les petites stake pools. Oui. Là, en fait, ça dépend ce que tu entends, tu es par petite stake pool. En fait, petite pool par taille ou petite par délégation ou par moyen. Parce qu'en fait, il y a des pools qui ont des gros moyens et pour l'instant, ils ont des petites délégations. Mais par contre, je pense que pour être honnête, les stake pool opérateurs qui n'ont pas vraiment de moyens, ça va être très, très, très difficile pour eux. Parce que tu vois, AOG, plus ils parlent, là, leur vision, elle est de plus en plus clair. Ce qu'ils veulent, c'est avoir un network super décentralisé. Tu vois, là, ils vont changer le cas à 500 au mois de décembre et au mois de mars, il y aura un cas de 1000. Donc, en fait, le cas, c'est ça, c'est qu'ils veulent le desired number of pools. Donc, eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est que d'ici mars, il y ait 1000 pools. Ok, attends. Alors, avant d'aller plus loin, là, c'est quand même un élément important et je pense que tu le maîtrises quand même assez bien. Fait que je veux qu'on revienne sur la taille et la difficulté des pools. Donc, réexplique-moi un petit peu, parce que la question était, dans le fond, c'est quoi la difficulté pour les petits pools? Et toi, la réponse que tu m'apportes, c'est il y a différentes sortes de petits pools. Il y a les petits pools qui ont peut-être pas un gros pledge, et il y a les pools qui n'ont pas beaucoup de délégateurs. Donc, vas-y, explique-moi ça. Ouais, tu vois, regarde, genre nous, quand on a commencé, les gens, ils regardent notre délégation, ils voient obligatoirement quand on a commencé, il n'y a personne qui nous connaît, donc on avait un délégateur, deux délégateurs. Donc les gens, quand ils regardent, ils disent, oh, bah lui, genre la pool Kind, ils ont seulement 1 million délégués sur eux, et après ils voient une autre pool qui a 100 millions délégués chez eux. Donc là, tu pourrais dire, oh, Kind, c'est une petite pool, et eux, c'est une grosse pool, ok, par rapport au nombre de délégations. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est les petites poules par ordre de moyens au niveau financier. Parce que là, tu vois, ce qui se passe, c'est que nous, on ne s'inquiète pas. Là, on sait qu'on va avoir des délégués. On pense de toute manière, par rapport au niveau de saturation, on doit arriver à 64 millions et tout. Mais il y a des poules, je pense, qui ne sont pas rendus compte des coûts que ça implique. Parce que là, avec ce que Cardano, ce que AOG, avec les paramètres qu'ils essayent de changer, toi au début, pendant ITN, c'était simple, assez bon enfant, il n'y avait pas besoin de mettre beaucoup de pledge, tout le monde recevait plus ou moins pareil, donc n'importe qui pouvait avoir une pool et faire de l'argent, je pense. Mais là, maintenant, on voit les taux, pas les taux, mais là, ils vont vers leur objectif. Leur objectif, c'est que ça soit décentralisé à max, donc là, ils veulent avoir 1000 pools. Et donc là, ils ont changé le cas. Donc le cas, il va bientôt au mois de mars, ça sera à 1000. Mais il y a aussi l'autre paramètre qui s'appelle le A0. Le A0, en fait, ça définit l'influence du pledge. Et avec toutes les conversations qu'on voit avec tous les pool opérateurs et tout ça, je pense que AOG, je pense qu'ils ont un sweet spot dans leur tête en disant, nous, on aimerait bien qu'il y ait 1000 pools et qu'en average, en moyenne, chaque pool ait un pledge de, je pense que leur sweet spot, ça doit être aux alentours de 500 000 EDA.
Moi, c'est mon opinion. Je pense que, et donc, à quoi ça sert ce pledge de 500 000 ADA? En fait, c'est pour sécuriser le network et pour en fait, éviter qu'il y ait des civil attaques. Donc, en fait, je pense que AOEG, ce qu'ils veulent, c'est avoir 1000 pools et en average que chaque pool mette un pledge de 500 000 ADA. Donc là, tout de suite, si tu as une pool avec des petits moyens, là, tout de suite, c'est un gros hic. Parce que 500 000 ADA au cours actuel, ça fait du 50 000 $. Donc, si tu essayes de gérer une petite pool, comme au début, dans un pays du tiers-monde ou un truc comme ça, et que tu n'as pas les 50 000 $, ça va pas être facile. Parce que toi, avant, pendant le testnet, Charles, il disait, oh, c'est bien, tu peux pouvoir, n'importe qui peut run a stake pool avec RockPie ou n'importe quoi, avec des petits budgets. Mais là, maintenant, on se rend compte qu'avec les paramètres, de la manière dont ils vont être changés, run pool avec RockPie, ça va être cacahuète. Run pool, si tu as seulement 10 000 ADA de pledge, je pense que ça va être très très dur. Après aussi, la pointe, les blocs, ils sont pratiquement vides. Mais une fois qu'il va y avoir, je connais des opérateurs en fait là qui run, ils utilisent même pas un gigabyte de RAM. Mais là, avec Gogan, les blocs ils vont être pleins. Avec les smart contracts et tout, ça va être des gros blocs. Donc là, il faudra augmenter l'infrastructure. Il faudra au moins avoir 8 gigas de RAM minimum, quoi. Donc là, il va y avoir. Donc pour une petite pool, des petits budgets, il va falloir qu'ils aient 50 000 $, 1000 pledges qu'ils ne peuvent pas toucher, parce qu'une fois qu'on touche le pledge, si on essaye de retirer l'argent, ça affecte les rewards, et donc les délégateurs ils vont pas être contents, ils vont s'en aller. Donc ça veut dire qu'il faut mettre 50 000 $ de côté et qu'on n'y touche pas, plus après tous les mois payer les coûts. Donc moi je pense que les pools, les gens qui veulent qui veulent se lancer pour faire une pool et qu'ils n'ont pas les reins solides financièrement, je pense que ça va être très difficile. Donc après, je sais pas si tu as le même opinion, mais je pense que ça va être. Peut-être que je me trompe, mais moi je comprends. Après, il faut penser, nous, ce qu'on veut à Cardano. Cardano, on veut que les gens ils construisent des business sur l'infrastructure de Cardano. Donc il faut que le network il soit robuste. Il faut qu'il soit unhackable. Donc en fait, il ne faut pas qu'il y ait de civil attaque. Donc c'est clair que c'est là que le pledge il doit être en place. Donc je comprends que IOHK ils se disent nous, si on avait 1000 pools avec 500 000 ADA de pledge sur chaque pool, et là c'est impossible de faire ça coûterait des centaines de millions pour faire un 50% attaque. Donc après, ça serait robuste. Et après, c'est clair que si on a les bases très robustes, très solides, les développeurs ils vont dire voilà, c'est clair, on peut bosser, on peut construire, on peut développer sur Cardano parce qu'on sait que c'est du solide. Il n'y aura jamais d'attaque à 50% comme il pourrait se passer très facilement sur Bitcoin ou sur les autres trucs comme ça. Et là, ça serait du solide. Donc, je pense qu'on va y venir quand le paramètre A0 il va changer. Je pense que les gens qui ne peuvent pas se permettre de mettre un pledge de 50 000 $, ils vont avoir du mal. Donc, j'espère que je me trompe. Mais voilà, ceux qui ont des petits budgets, je pense que ça va être difficile. Donc, voilà, c'est mon opinion. Peut-être que je me trompe, mais je vois... Plus on parle avec les autres stake pool operators, plus tu entends parler AOHK, AOEG, quand tu entends parler Charles, je pense que c'est ce qui arrive, quoi. Oui, mais bon, moi je pense aussi. Après, il y a le revers de la médaille. C'est clair que si on peut avoir un network qui est décentralisé, donc 1000 uniques pools qui ont chacune 500 000 ADA de pledge, là, ça, c'est du solide, quoi. Là, ça serait vraiment du solide. Bon, par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est que sur les 1000 pools, tu en aies 600 qui appartiennent à Binance ou les trucs comme ça. Ça, c'est la deuxième, c'est un autre problème. Mais au moins, le truc serait unhackable. Exact. Puis, comme tu l'as dit, plus on entend parler Charles, puis plus on voit que
la vision qu'on avait au départ était peut-être intéressante pour justement créer une communauté, mais que maintenant on voit que la réalité commence à apparaître beaucoup plus. Et bon, c'est un petit peu et c'est un petit peu peut-être au niveau de la communication, un point faible de Cardano au niveau de la communication, de faire des tests, de faire une première approche. Et je sais que la communauté, mais ce qui est intéressant, c'est que la communauté justement est quand même très intelligente parce que lorsque Charles parlait justement de staker sur un RockPie, la personne qui avait fait le RockPie, le premier prototype, elle l'avait présenté lors du IOHK Summit. Et il avait rapidement dit aux membres de la communauté que bon, si tu voulais que ton stake pool soit sur la RockPie, ça allait être difficile. Si tu voulais partir un pool et que tu sois le seul au niveau de ce pool-là, ben, ce serait correct. Mais devenir un stake pool opérateur puis d'avoir toute une business sur un RockPie... C'est clair. C'est clair, surtout après, s'ils se déconnectent d'Internet, si tu as des problèmes, après tu perds. Là, on voit là, les delegators, dès qu'il y a un petit glitch, ils changent de pool, donc tu peux pas créer un business là-dessus, quoi. Non, c'est ça, donc. Exact. Alors, c'est sûr qu'on manque de temps, puis si, mettons, on devait conclure et que tu devais me parler justement de... c'est quoi le plus grand problème selon toi dans le monde et est-ce que la blockchain et Cardano sont en mesure de contribuer à la résolution de ce problème-là? Ouais. Donc moi, le problème numéro 1, je pense que c'est les élites. Toi, le 1% de la population qui possède 99% des richesses, qui contrôle tout et qui veulent rien changer. Là, les gens, ils veulent savoir d'où viennent les choses. Là, il y a un grand manque de transparence. Les gens, on veut pouvoir prouver ce qui est faux, ce qui est vrai. Tu vois, là, avec toutes les fake news pendant les présidentielles et tout ça. En fait, pareil, qui ne votent pas, parce que là, les démocraties, ça n'existe plus, c'est qu'une illusion à l'heure actuelle. Ils te proposent 2 candidats, tu ne veux pas voter, là, toi, pendant les élections entre Biden et Trump. N'importe qui préférait voter pour son voisin qu'un de ces deux-là, mais à la fin, faut que tu votes pour un des deux. En France, c'était pareil. On avait Le Pen et Macron. On se retrouve avec ces deux-là. Personne ne veut voter pour l'un pour l'autre. Tu sais que tu vas te faire enfiler. Après, prouver où va l'argent des gouvernements, etc. En fait, pouvoir prouver les choses. Et donc, bah oui, je pense que c'est pour ça, moi, que je suis venu, c'est ça qui m'a botté dans la blockchain, parce que c'est ça, tout serait sur les blockchains, il y aurait vraiment une transparence, tout serait immutable. Et puis bah là, par rapport à Cardano, on voit déjà qu'il y a des choses qui se passent avec le supply chain. Là, il y a, c'est quoi la compagnie? Il y a Beef Chain, qui font déjà pour la traceability d'où est-ce qu'elle va la nourriture, point A au point B. Après, tout ce qui est par rapport aux informations qui sont immutables, je ne sais pas comment dire en français, qui peuvent être tamper-proof. Donc là, avec Atala Prison, pareil, pour pouvoir savoir qui est qui a quoi. Après, pareil, par rapport aux élections, pouvoir faire une personne, un vote. Donc oui, je pense que la blockchain pourrait ramener ce nouveau trust, je ne sais pas comment dire en français, de vérité, en fait, que les gens reprennent confiance, en fait, dire, bah voilà, je sais d'où vient ma nourriture, je sais qui est ce candidat, je sais quand il passe au pouvoir, toutes les décisions qu'il fait, est-ce qu'en fait c'est vrai, c'est faux, en fait, avoir tout ce qui est, toute cette transparence-là. Parce qu'en fait, quand on peut, là, dans les peuples, là, il y a trop d'inégalités et je pense que la blockchain pourrait effacer cette inégalité ou au moins rapprocher, parce que là, c'est pas possible qu'il y ait 1% de la population qui ait 99% des ressources et puis qu'il y ait 99% de la population qui galère, quoi. Donc, je pense que le blockchain, de toute manière, on y viendra parce que les peuples, les minorités, ils vont en avoir marre et ils vont dire voilà, nous on veut de la transparence et je pense que la blockchain, c'est la solution. Par contre, ça va être dur et ça va être une bataille très difficile parce que ces élites-là, ils ont le pouvoir, ils ont tout le monopole, ils vont pas
vont pas lâcher prise facilement, mais je pense que cette technologie-là va vraiment nous aider à changer les choses. Bah, moi, c'est ce que j'espère de tout mon cœur. Ah oui, puis un stake pool à la fois, une initiative Ouais. à la fois, puis une fondation à la fois, c'est comme ça que les plus grands changements ont commencé. Et donc, encore une fois, là, bravo pour votre stake pool. C'est vraiment une initiative qui me touche vraiment énormément. Et de toute façon, moi de mon côté, c'est ça, je travaille sur certaines initiatives et certains organismes ici, et j'essaye de vous les mettre en contact dès Ah oui, que... c'est clair, de bon cœur. Si tu trouves des charités qui veulent, qui acceptent encore mieux, des charités qui seraient prêtes à accepter de AIDA directement, bah là, parfait. Là, nous, on serait preneurs, quoi. Super. Alors, je te laisse le mot de la fin, le 30 secondes de pitch pour vendre la délégation au Stake Pool Kind. Premièrement, nous sommes une pool caritative. Nous ne sommes pas là pour faire de l'argent. Nous sommes là pour mettre Cardano au service du bien social et pour aider des organisations de bienfaisance. Deuxièmement, notre pool est très fiable et performante, et donc vous recevrez autant ou plus que si vous déléguiez à une autre pool. Troisièmement, en déléguant à notre pool, vous pouvez gagner de l'argent en plus de vos rewards. Comme j'ai dit plus tôt, on a notre loterie mensuelle où vous pouvez gagner $100. Et on a aussi des autres promotions comme le Cardano Millionnaire Promo, où les délégateurs ou les gros délégateurs peuvent gagner jusqu'à $150 en plus de leur reward. Donc, faisons la différence ensemble. Déléguer à Kind, c'est K-I-N-D. Et aussi, très très important à savoir, le paramètre K va passer de 150 à 500 le 6 décembre et à 1000 fin mars. Ça veut dire que si vous déléguez à une pool qui a plus de 32 millions de ADA de LifeStake, votre pool va bientôt être saturée. Et quand elle sera saturée, vous gagnerez moins de rewards que prévu. Donc, si vous voulez aider votre prochain, si vous voulez joindre nos promotions, et si vous voulez joindre une pool qui n'est pas saturée, Kind vous attend à bras ouverts. Welcome to the Kind family. Et toutes les informations seront dans la description du vidéo. Alors Cédric, merci infiniment pour ce podcast. C'était vraiment super. J'ai beaucoup apprécié et j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler. Ah bah c'est sûr, Quentin, merci beaucoup pour ton invitation. C'était super, j'ai pas vu le temps passer. Ouais. C'est vrai qu'on avait dit 1 heure, j'ai un petit peu empiété. Mais ouais, je te remercie beaucoup, ça m'a fait super plaisir d'enfin te parler de vive voix. Et puis ouais, continue le super boulot avec ton podcast, c'est super. Et j'en rate aucun, donc super. Tu fais vraiment du super boulot pour les gens, pour les francophones en fait, qui n'ont pas la chance de parler anglais couramment. C'est vraiment super ce que tu fais. Même des fois après des AMA de Charles, je vois que toi aussi tu les retranscris. Donc moi je les ai regardés directement en anglais et après je les regarde avec toi. Donc c'est super. Tu fais vraiment un super boulot, quoi. Ben, merci infiniment pour ces gentils mots, ça me fait plaisir. Merci. Alors une bonne soirée à toi, puis on se reparle bientôt. Ouais, toi aussi. Allez, à plus. Salut. Merci encore. Ciao.